Donc on en est à la question 8. On nous explique qu'on a fait une acquisition sur des durées allant de quelques secondes à quelques minutes et que les signaux ainsi obtenus sont similaires mais pas parfaitement identiques. Chacun de ces signaux présente les caractéristiques essentielles du signal de la charge combiné représenté sur la figure 2. Donc en gros, on nous explique qu'on a souhaité faire l'échantillonnage d'une sinusoïde et que l'échantillonnage de cette sinusoïde s'est fait sur 300 points. Donc on nous fixe le nombre de points. C'est juste l'échantillonnage d'une simple sinusoïde. On connaît d'ailleurs la fréquence de cette sinusoïde, puisque dans tous les calculs qu'on a fait, on a vu que le pont... Alors est-ce qu'on la connaît? Je réfléchis à ce stade-là de l'énoncé. Du moins, on peut s'en douter que si ça va rentrer en résonance, on ne le sait pas encore, hein, mais on va le voir après. Mais que, en fait, la fréquence de cette sinusoïde, c'est 2 Hz, hein, c'était 1,9 Hz qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, voilà, le terme de forçage, de la force de forçage, c'est une sinusoïde. Et en fait, on veut déterminer sa fréquence. Alors, regardez, on vous donne un certain nombre de spectres. Et on vous dit, est-ce qu'ils sont tous exploitables? Lequel vous paraît le plus pertinent en déduire là où les fréquences caractéristiques de la marche étudiée étaient-ce qualitativement prévisibles? On va faire un petit rappel sur l'échantillonnage et le critère de Shannon. Donc, qu'est-ce que ça signifie? On a pris un intervalle en fréquence avec un Tmin et un Tmax. Et là, on a pris 300 points. Donc, on a prélevé la valeur de la sinusoïde sur 300 points. Chacun de ces points sont écartés de ce qu'on appelle la période d'échantillonnage, qui est donc l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. Je fais exprès un petit rappel sur le critère de Shannon, parce que je pense que le jour du concours, dans sa tête, le candidat, alors soit il balance le critère de Shannon comme ça, mais on va voir que pour interpréter les spectres, il faut faire plus que ça. Il faut vraiment avoir une idée précise de l'origine du critère de Shannon et des spectres du signal échantillonné. Il n'y a qu'un seul truc à retenir de ce chapitre-là, on le revoit ensemble maintenant. Alors, qu'est-ce que c'était? Vous vous souvenez? Si j'ai un signal, c'est le spectre de la sinusoïde, ça. Alors, j'ai une certaine période de la sinusoïde, grand T, à ne pas confondre avec la période d'échantillonnage, et j'ai donc un fondamental, f est égal à 1 sur t. Que se passe-t-il quand j'échantillonne ce signal? Quel est le spectre du signal échantillonné? Est-ce que vous vous souvenez du seul truc à retenir? C'est que le spectre du signal échantillonné, c'est le spectre du signal de départ, mais qui va être translaté autour des multiples de la fréquence d'échantillonnage. Ça n'était pas redit dans le texte, mais c'est de là que vient le critère de Shannon. C'est-à-dire que je mets ici la fréquence d'échantillonnage, 2 fois la fréquence d'échantillonnage, etc. Donc je le mets en pointillé, parce qu'elle ne fait pas forcément partie du spectre du signal échantillonné. Mais par contre, il y aura FE plus F et FE moins F. Ici, il y aura donc 2 FE plus F, 2 FE moins F. Et d'où vient le critère de Shannon? Donc ça, c'est admis, hein, on ne le démontre pas vraiment. D'ailleurs, les amplitudes vont en décroissant au fur et à mesure qu'on augmente les fréquences. Bon, peu importe, ce qui compte, c'est la place des pics. Donc, on retient que quand on a un signal, ici, c'est le spectre le plus simple qui soit, puisque c'est une sinusoïde. Le spectre du signal échantillonné, c'est le spectre du signal de départ, translaté autour des multiples de la fréquence d'échantillonnage. Si vous avez un signal plus complexe que la sinusoïde, est-ce que vous vous souvenez ce que ça fait? Par exemple, vous prenez des triangles, à ce moment-là, ici, vous avez des harmoniques qui décroissent en 1 sur n carré, vous reprenez ici, et donc ça vous fait un peu des spectres miroirs, un peu comme en modulation d'amplitude. Vous voyez, ici, autour des multiples de la fréquence d'échantillonnage. Alors, d'où vient le critère de Shannon? C'est quoi le critère de Shannon? C'est que pour pouvoir échantillonner correctement un signal, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que ce pic-là
soit bien au-dessus de celui-là. Qu'est-ce que c'est que le repliement de spectre? On va voir qu'ici vont apparaître beaucoup de repliements de spectre. Ça va être des positions de pic qu'on n'attend pas à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand ce pic-là vient s'intercaler ici. C'est ça le repliement de spectre. Donc pas de repliement de spectre. C'est quand f est plus petit que la plus petite des fréquences qui apparaît dans le spectre du signal échantillonné. Une fois qu'on a admis ça, hein, bon ben voilà, après c'est juste de la lecture qualitative. Et donc qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut que f soit plus petit que la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. Et ça c'est le critère de Shannon. Alors là, j'ai travaillé sur une simple sinusoïde, mais si vous travaillez sur un signal plus complexe, et j'ai dit qu'en fait, on travaillait sur une simple sinusoïde, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que quand vous regardez le signal de l'énoncé à la page 3 et que vous voyez le signal qu'on vous donne, ce n'est pas une simple sinusoïde. Il y a des harmoniques. Et donc, en fait, on va avoir un signal complexe à échantillonner, nous. C'est-à-dire que le signal qui va être échantillonné, il y aura des harmoniques. Hein, et donc, du coup, bah, dans le signal échantillonné, il y aura aussi ces harmoniques. Et la grande question qui va se poser, c'est est-ce que j'ai du repliement de spectre ou pas? Évidemment, tout va se passer ici dans les basses fréquences. Donc, ce critère de Shannon, il faut bien voir ici ce qui est fixé. Parce que généralement, ce qu'on fait, quand on raisonne sur le critère de Shannon, c'est qu'on fixe la fréquence d'échantillonnage et on se pose la question, quelle est la fréquence maximale que je peux échantillonner? Et donc la fréquence maximale que je peux échantillonner, c'est la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. Alors ici, d'une expérience à l'autre, regardez, on ne va pas travailler à fréquence d'échantillonnage fixe. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas travailler à fréquence d'échantillonnage fixe? Parce que comment déterminer la fréquence d'échantillonnage de chaque spectre? C'est déjà ça qu'il fallait comprendre. Vous voyez bien que vous, ce qui est fixé ici, c'est le nombre de points. On fixait 300 points d'acquisition. Mais ce qui variait, c'était la durée sur laquelle on allait faire l'acquisition. Autrement dit, ce qui va varier, c'est la période d'échantillonnage. Comment je vais trouver la période d'échantillonnage? Ben, c'est très très simple. Je vais prendre Tmax moins Tmin et je vais diviser par le nombre de points. Donc la fréquence d'échantillonnage, ça va être 1 sur la période d'échantillonnage. Donc ça va être le nombre de points divisé par Tmax moins Tmin. Et évidemment, d'une expérience à l'autre, puisque la durée d'acquisition va varier, la fréquence d'échantillonnage va varier. Mais si la fréquence d'échantillonnage varie, la fréquence maximale pour laquelle le critère de Shannon est respecté sans repliement de spectre va aussi varier. Vous voyez, tout ça, il fallait... Là, je peux vous dire que celui qui fait ça le jour du concours, qui prend son temps et qui le pose bien, c'est le jackpot. Ce n'est pas une question qui vaut rien, ça. Hein. C'est une question qui vaut beaucoup. Elles ne valent pas toutes la même chose, les questions. Hein. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, il faut qu'on calcule les différentes fréquences d'échantillonnage pour les différents spectres. Mais qualitativement, regardez bien. Imaginez que vous êtes le jour du concours, vous n'avez pas forcément le temps de mettre tout ça en place. Vous inspectez quand même les différents spectres. Qu'est-ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il y ait du repliement de spectre ou pas? S'il n'y a pas de repliement de spectre sur ce signal complexe, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire déjà qu'on pouvait, de ce point de vue-là, répondre à la question sans faire tout ça, mais on n'aura pas tous les points, mais au moins voir que si l'échantillonnage est bien fait, dans l'intervalle de fréquence dans lequel on est, eh bien, il faut qu'on récupère un spectre avec des pics qui sont les multiples entiers du fondamental. Et puis aussi, regardez, il faut que l'amplitude des pics
aille en décroissant. Qu'est-ce qu'est signe quand vous avez un repliement de spectre? Quand vous avez un de ces pics verts qui vient s'intercaler dans le pic rouge, dans le spectre rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a du repliement. Eh bien, vous voyez bien que vous avez des pics d'amplitude plus faibles qui viennent s'intercaler au milieu de pics d'amplitude plus grande. Et ça se voit tout de suite, ça crève les yeux. Ça veut dire que les pics n'ont pas une amplitude qui va régulièrement en décroissant à partir des basses fréquences. Est-ce le cas ici? Quel est le seul spectre pour lequel clairement les fréquences sont régulièrement espacées et l'amplitude des pics va en décroissant? C'est la 4. Vous êtes d'accord? Donc c'est vrai que là, il y avait différents niveaux pour répondre à cette question, mais on voit bien que c'est la 4. Parce que la 4, vous avez 2 Hz, et ça nous met la puce à l'oreille, 2 Hz, c'est le 1,9 Hz de tout à l'heure, 4 Hz, 6 Hz, 8, 10, 12. Donc vous avez tous les harmoniques. Donc déjà, rien que de ce point de vue-là, c'est vrai que là, vous pouvez récupérer des points en disant simplement, je vois que le spectre correct d'un signal périodique, c'est le 4, parce que j'ai le fondamental, donc j'ai F égale 2 Hz, et après j'ai les Fn égale NF. On aurait pu mettre un F1 si vous voulez pour montrer que c'est le fondamental. Et donc 4 Hz. Alors, regardons si le critère de Shannon est vérifié pour le spectre numéro 4. Alors, comment faire pour voir si le critère de Shannon est vérifié pour le spectre numéro 4? Eh bien, vous pouviez... Je vous dis, là, cette question-là, vous pouvez y répondre à plein de niveaux différents. Vous pouvez faire une réponse assez superficielle en remarquant juste ça, et vous arrêtez là. Vous pouvez y répondre en calculant les fréquences d'échantillonnage pour chacun, et vous pouvez encore aller plus loin, c'est mettre en évidence des repliements de spectres avec des positions particulières de pic sur des spectres qui ne respectent pas le critère de Shannon. Et ça va être le jackpot. On va essayer au moins d'en faire un ou deux pour que vous voyez comment ça marche. Donc, regardons un petit peu cette question-là. F1 égale 2 Hz, donc Fn égale NF1. Donc, qu'est-ce que ça va être que la fréquence d'échantillonnage? Ah ben, on l'a. C'était 300. Que disait le texte sur les différents temps? Alors, Tmin égale à 1 seconde, Tmax égale à 10 secondes. Donc, c'était sur 9. Donc, ça fait 100 sur 3, donc ça fait 33,3 Hz. Donc, la fréquence d'échantillonnage, c'est 33,3 Hz. Ça veut dire qu'on pourra, le critère de Shannon sera vérifié jusqu'à FE sur 2. Donc Fmax, échantillonnage, on peut faire un échantillonnage correct jusqu'à FE sur 2. C'est le critère de Shannon, donc environ 17 Hz, un peu moins, environ 16,5 Hz. 0,6. Bon. Alors, jusqu'où on est allé là sur notre spectre? Regardez. On est allé jusqu'à l'harmonique. On est allé jusqu'à 12 Hz sur notre fenêtre. Donc ça marche, voyez. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. Allez, ça c'était pour le spectre 4. Est-ce qu'on peut en prendre un, par exemple, pour lequel ça ne marche pas? Donc tous les autres, vous pouvez vérifier que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Prenons le 3. Je ne vais peut-être pas tous les faire, mais le 3. Alors, calculons la fréquence d'échantillonnage pour le 3. F échantillonnage, donc c'est 300 divisé par l'intervalle en temps. Donc 90 moins 1. Bon, alors là, on va faire la petite application numérique. Donc ça faisait 3,37 Hz. Voilà la fréquence d'échantillonnage. Oui, autrement dit, là, vous pouviez échantillonner correctement jusqu'à environ 1,6 ou 7 Hz. Alors, vous voyez que c'était très très faible. Même le fondamental ne pouvait pas être correctement échantillonné puisque le fondamental, il était à environ 2 Hz. Alors justement, est-ce qu'il y a du repliement de spectre? Regardez, qu'est-ce que ça veut dire le repliement de spectre? Si je fais, regardez ici, vous voyez la position des pics verts? Donc, la position des pics verts, ils sont à FE moins F. Ou ça peut être aussi en valeur absolue, parce que quand le spectre se replie, vous voyez ici, FE moins F sera
négatif. Hein, donc il faudra prendre en valeur absolue. Donc si vous faites valeur absolue de FE moins, moins F, non pardon, je dis une bêtise, FE moins F, il ne sera pas négatif, puisque FE, il vaut 3,37 Hz, et que F, lui, il valait 2, c'est ça, il valait 2, donc environ 1,37 Hz. Donc ça veut dire que là, vous avez du repliement de spectre. Ce pic-là, il va venir s'intercaler quelque part ici. Alors regardons un petit peu effectivement le spectre 3. Vous voyez, si vous arrivez au moins à interpréter un des pics de cette façon-là, eh bien là aussi c'est super. Donc qu'est-ce qu'on a? Oui, ben, on voit que là, vous voyez, proche de 1,4, là vous avez effectivement un pic. Donc effectivement, vous avez vu le repliement de spectre. De toute façon, regardez, sur le spectre 3, ça n'allait même pas jusqu'à 2 Hz. Donc c'était cuit. Et c'est pareil pour tous les autres. Hein, donc vous pouviez calculer les différentes fréquences d'échantillonnage. On va juste les donner comme ça. Donc pour le spectre, pour le graphe numéro 1 par exemple, donc vous aviez FE est égal à 300 sur 179 secondes. Donc ça faisait 1,7 Hz. Donc là pareil, hein, on ne pouvait pas lire le spectre correctement. Alors, on va conclure avec cette question-là. On y a passé pas mal de temps, mais ça valait le coup. Donc, la fréquence caractéristique de la marche étudiée, c'est à partir du spectre 4, le seul exploitable, et c'est le pic du fondamental à 2 Hz. Était-ce qualitativement prévisible à partir donc des données de l'énoncé de la première partie? Alors, on nous expliquait que la fréquence de la marche, c'est à peu près 1 Hz, mais donc on fait à peu près 2 pas par seconde. 2 pas par seconde, donc du coup, ça double la fréquence. Donc du coup, effectivement, c'était prévisible que la période de l'excitation, c'était à peu près 2 Hz. De toute façon, on le voit ici, sur la période, sur le petit graphe de l'énoncé. Donc on voit bien que la période, elle est proche de 0,5 secondes. Donc effectivement, donc 1 sur 0,5, c'est environ 2 Hz. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate le phénomène de résonance. Et c'est quoi le phénomène de résonance? C'est le fait que, c'était la question 9, pourquoi est-ce que le pont s'est mis à résonner et qu'on a dû le bloquer pendant un certain nombre de mois, comme on nous l'explique dans l'introduction? C'est parce que la fréquence d'excitation était égale à la fréquence de résonance. Le spectre, le pont, on l'a étudié dans la première partie, résonnait il avait une fréquence propre qui était de l'ordre de 2 Hz, et comme par hasard, la fréquence de la marche, c'était aussi 2 Hz. Conclusion, le pont est entré en résonance. Voilà, donc ce qu'il fallait dire à la question 9.